Bon mercredi 3 février 2021, lendemain de la plus grosse tempête de l'hiver. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Et on accueille un invité de marque pour le balado de ce matin ou cet après-midi ou ce soir, selon quand vous allez le consommer. Maker Guerrier. Maker, très heureux de t'avoir en notre compagnie. Mais Max, qu'est-ce que tu fais avec ton masque? Écoute, faut sensibiliser les joueurs. Là. Mika a fait une chronique la dernière fois sur les handshakes, les carettes, les hugs, n'importe quoi, puis on dirait qu'il n'y a personne qui écoute. La Ligue vient de a cancellé lundi son 23e match. Fait que j'essaie de sensibiliser là, les joueurs là, qui vont nous écouter à dire écoute, faut porter vos masques. La Ligue va imposer des pénalités, des amendes maintenant si les joueurs n'ont pas de masque sur les lignes de côté, mais comme on a vu dans la célébration de Van Vliet dans le vestiaire hier, je pense qu'il y avait juste un joueur là, qui avait un masque à la toute fin. Fait que, je ne sais pas qui écoute les règlements, là, mais les règlements sont là, mais les joueurs ne les appliquent pas pour l'instant. Fait c'était juste mon petit clin d'œil, mais je vais l'enlever maintenant parce que il commence à Pourquoi? faire Non, 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 chaud à non, attends, l'intérieur. Max. Garde-le. Max, je trouve que ça donne vraiment un super look, une espèce de look de Darth Vader. Moi, je pense que tu devrais Ça faire match avec tout mon le chandail balado aussi, ouais. avec. Ah, Non, c'est mais il vraiment était temps que la formidable. Ligue. Il Ouais. était temps que la Ligue impose des amendes et qu'on soit plus sévère parce qu'on dirait que les joueurs ne comprennent pas, comme tu dis, Max. Puis moi, honnêtement, ça commence à me tomber un petit peu sur les nerfs. Je suis tout le temps ou presque du côté des joueurs, mais là-dessus, ils sont un peu irresponsables. Là. La saison est en jeu, les gars, s'il vous plaît. Ouais. 23 C'est la matchs saison déjà de qui est en jeu, c'est cancellés. leur salaire. Et on ne veut pas justement retomber dans le même problème qu'il y a un an. Est-ce qu'on va encore une fois jouer dans une bulle? Je pense que les joueurs doivent comprendre que c'est leur saison et leur santé aussi. C'est surtout leur santé qui est en jeu. Il y a tellement, écoute, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont mortes de la COVID aux États-Unis. Donc, oui, je pense que c'est un problème de santé d'abord et avant tout, avant le sport. Euh, donc, édition un peu spéciale, j'ai le goût de vous dire, du balado du Centre-Ville, évidemment. Il sera question des Raptors de Toronto et de la superbe performance de Fred VanVleet, donc hier ou mardi le 2 février. Mais il sera également question, et c'est pour ça qu'on a invité Maker Guerrier, des souliers de basketball. Maker, en fait, je pense que c'est pas une passion qu'il y a pour les souliers, c'est une maladie. Il y en a de nombreuses paires. Si vous le suivez sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, vous allez pouvoir le voir. Je ne sais pas ce que sa blonde ou sa femme en pense. Peut-être qu'elle pourrait nous envoyer un petit message à la suite du balado. Ouais. On Ben, accueillera elle pense également comme Johan toi que Bellaroche. c'est une maladie. Vas-y, vas-y. Non, je disais, elle pense comme toi, c'est une maladie. Ouais. Sauf que j'ai un peu la même maladie que toi, donc je ne peux pas vraiment parler. Et plus tard, on va accueillir Johan Benaroche qui viendra nous parler des cartes sportives, particulièrement les cartes de basketball dont le marché vraiment a explosé au cours des dernières années, notamment en raison de la venue de Zion Williamson dans la NBA. Mais sautons d'abord dans le vif du sujet, messieurs. Une victoire qui fera du bien, celle des Raptors de Toronto hier, une deuxième victoire de suite. Vous allez me dire, bon, une deuxième victoire contre le Magic, pas de problème, mais on va les prendre. Les Raptors de Toronto sont évidemment dans la course pour une place en série. Ils le seront tout au long de la saison. On s'attend à ce que les Raptors participent aux séries éliminatoires. Mais on doit revenir, Max, sur la performance de Fred VanVleet, qui a battu un record d'équipe des Raptors de Toronto qui appartenait à DeMar DeRozan. Il a marqué 54 points hier, Fred VanVleet. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Steady Freddy? Le premier mot qui me vient à l'esprit, là, c'est presque parfaite. Là. Tu regardes les statistiques, là, je pense pendant le match, je regardais le match, puis c'était diffusé sur les médias d'Orlando, puis il n'en revenait pas là, que c'était tir après tir de 3 points, il les réussissait. Je pense qu'il était 11 en 12 là, quelque part dans le match. Il a fini 11 en 14, mais il a réussi 11 de ses 12 premiers tirs. Puis, c'était pas dans une cause perdante, c'est pas comme si l'autre équipe ne jouait pas de la défensive contre lui, mais c'est toute une performance. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé sur les médias sociaux par la suite, c'est la réaction de Kyle Lowry. Tu le vois vraiment là, avec tous les joueurs. Fred VanVleet revient dans le locker room, si je peux dire, le vestiaire de l'équipe, puis tout le monde l'attend. Puis Kyle Lowry, à la fin, là, qui fait un speech qui dit à tout le monde, là, ce joueur-là est venu, n'a pas été repêché.
Il a vraiment là, fait ses classes, puis je suis très heureux que ça arrive à un joueur comme Fred VanVleet, Steady Freddy, comme on l'appelle, parce que ça prouve que tu n'es pas obligé de passer là, par le repêchage, d'être un choix numéro Mhm. 1 dans la première ronde pour réussir et pour avoir un match comme ça. C'est un record d'équipe. Il a battu, je pense, c'est DeRozan qui avait 52, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Moi, qu'est-ce que je trouve un peu décevant, si je peux dire, c'est que Nick Nurse l'a retiré, il restait 3 minutes. Fait que tu te dis, est-ce qu'il aurait pu avoir peut-être 60, un peu plus? Surtout que je commence à penser qu'il y a une petite rivalité entre le Magic puis les Raptors, surtout avec ce qui est arrivé entre Kyle Lowry et Aaron Gordon. Sauf que Mhm. Gordon n'était pas là hier, là, fait qu'il n'y avait peut-être pas cette rivalité-là. Mais c'était un back-to-back avec eux, puis 2 victoires pour eux. Donc, en somme toute, là, une incroyable performance, là, presque parfaite. Là. Je ne veux pas dire parfaite parce qu'il a manqué 3 tirs, mais il a quand même fini 11 en 14 et 17 en 23. Là, donc, tout un exploit pour Steady Freddy. Et c'est surtout dans une course gagnante également pour Fred VanVleet. Mais pour toi, cette performance-là, bon, c'est un immense match, évidemment, Ouais. mais est-ce que ça démontre un peu le plafond, le potentiel de Fred VanVleet pour toi? Oui et non, tu sais, pour reprendre une analogie que j'ai déjà pris en ondes pendant la diffusion d'un match, si on était à NBA Jam, il aurait été en feu tout le match. Ils ont le faire. Oui, exact. Puis il n'y a rien qui l'arrêtait hier. D'ailleurs, le record de NBA pour les tirs de 3 points, c'est 14. Puis hier, avec un ami, Ouais. on se textait, on se demandait, penses-tu qu'il va se rendre à 14? J'ai dit oui, il restait encore un peu de temps au troisième quart. Malheureusement, au quatrième quart, on a commencé à sentir qu'il était un petit peu fatigué. Puis il manquait peut-être un petit peu de jambes à Fred VanVleet. Est-ce que c'est une idée de son potentiel, de ce que l'équipe peut donner? Oui et non. Je dis oui et non parce que je ne suis pas sûr que Fred VanVleet est capable, soir après soir, de manger les grosses minutes, pour prendre un anglicisme, là. Puis les stars de la NBA, c'est ça qui fait la différence entre les joueurs vedettes puis les super vedettes. C'est que les super vedettes vont te sortir des performances de la sorte. Je ne veux pas dire de temps en temps, mais tu sens qu'il y a toujours ce potentiel-là là, qui peut te sortir là, peut-être 2 ou 3 performances comme ça dans l'année. Fred VanVleet, je ne m'attends pas à ce qu'il te ressorte une autre performance de 40 points, mettons, dans la saison. Mais quand je regarde d'autres équipes, puis bon, vous allez me dire que c'est des superstars, là, mais à Brooklyn, tu as 3 joueurs qui sont capables de faire ça. T'sais, Giannis, tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va exploser pour faire ça. Tu vas avoir un Russell Westbrook, même chose. Quand est-ce qu'il va exploser? Un Murray, Jokic. Tu as plein de joueurs que tu te dis, ils vont être capables de transporter mon équipe et d'exploser. On pensait que Pascal Siakam allait arriver là parce qu'on regardait la courbe de la progression de Siakam. Il s'est tellement amélioré dans les dernières années qu'on s'est dit qu'il va atteindre ces niveaux-là. On lui a même donné un contrat faramineux. Mais moi, quand j'ai vu ce contrat-là, je me suis dit, Siakam l'a prouvé, mais sur une trop courte période de temps pour qu'on lui confie cette équipe-là. Et c'est ce qui me fait peur des Raptors de Toronto. C'est qu'on a plein de joueurs individuellement qui sont capables de performances extraordinaires à un moment ou à un autre, mais on ne sait jamais qu'on peut les attendre. Puis qu'on a absolument besoin d'une victoire, on a besoin que tout le monde soit là. Parce qu'on oublie, hier, il y a eu un triplé de Lowry aussi, là. Fait qu'il n'y a pas juste... oui, c'est vrai que VanVleet a été en feu tout le match, puis c'est sur lui que l'attaque reposait, mais tu as un autre gars qui a eu un triplé. Il faut que tu es plus qu'un gars pour que cette équipe-là gagne, tu es plus qu'un gars qui ait une performance vraiment incroyable. Donc, oui, cette équipe-là a du potentiel, mais je ne pense pas que cette année, ce soit possible. On est encore dans une espèce de zone là, de no man's land. Heureusement que cette année, il va y avoir encore ces matchs comme l'année dernière dans la bulle, là, les matchs de barrage en fin de saison, un peu comme au March Madness. Ça va servir les Raptors parce que je pense que les Raptors vont se tenir là. Mine de rien, là, ils sont, je pense, à 3 matchs d'une place assurée en séries éliminatoires. Mais sinon, pour l'instant, ils sont on the bubble, comme on dit. Là. Ils sont entre 2 eaux. Puis je pense que ça va être ça pour toute la saison pour les Raptors de Toronto parce que 6 victoires, 4 défaites lors des 10 derniers matchs. Ils l'ont déjà fait auparavant. Il y a eu un très grand creux de vague en début de saison. C'est ce qui les a plombés et qui va continuer à les plomber pour le reste de la saison. On peut leur pardonner parce qu'ils jouent
constamment, eux, à l'étranger. Ils ne sont pas dans leurs affaires, ils ne sont pas chez eux à Tampa. Mais oui, cette équipe-là, je te dis, en fait, pour répondre clairement, là, écoute, je pourrais t'en parler pendant une demi-heure. Pour répondre clairement, là, si l'équipe était à Toronto, je te dirais oui. Oui, c'est un présage de l'avenir. Cette équipe-là va prendre de l'assurance, il va y avoir de la stabilité, les joueurs vont être plus réguliers, plus constants. Mais comme ils ne sont pas chez eux, ils sont à Tampa, je pense que toute la saison, ils vont être irréguliers puis il y aura de l'instabilité. Donc, non, ils n'arriveront pas. Oui, ça va servir de tremplin pour les prochains matchs, mais je pense qu'ils vont frapper un mur encore une fois dans 3, 4, 5 matchs. Là. Les Raptors de Toronto, donc en date du 3 février 2021, sont à 6 matchs de la tête, à 4 matchs seulement les Nets de Brooklyn et de la deuxième position. Et ils ont 2 matchs de plus à jouer que les Nets de Brooklyn. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement la place en séries éliminatoires qui sera difficile à aller chercher, mais c'est une bonne place en séries éliminatoires. Est-ce qu'on veut réellement terminer 7e, 8e, 6e? Est-ce qu'on veut affronter les Sixers, les Bucks, les Celtics ou les Nets en première ronde? Je pense pas. Et ça m'amène justement à notre prochain sujet. Hier, très belle chronique du collègue Mathieu Jolivet sur le rds.ca. Et ce que Mathieu disait essentiellement, c'est est-ce que c'est pas le temps pour les Raptors de Toronto d'effectuer un reset entre guillemets? Donc, sans aller dans une reconstruction très, très, très profonde, est-ce que c'est pas le temps de laisser aller des joueurs comme Kyle Lowry, Norman Powell? Parce que le point de Mathieu, c'est dans l'histoire de la NBA, tu ne termines pas 8e dans ton association pour gagner éventuellement un championnat. Comme je faisais remarquer à Mathieu hier sur Twitter, les Knicks de New York, quand même, ont terminé 8e, souvenez-vous, en 98-99, une saison écourtée, justement, comme la saison présente de la NBA. Je ne suis vraiment pas en train de dire que les Raptors de Toronto vont se rendre jusqu'en finale. Les Knicks de New York, oui, quand même, de 98-99, mais est-ce que pour vous, c'est le temps pour Masai Ujiri de dire, regarde, on a une bonne petite équipe, mais avoir une bonne petite équipe pendant 4, 5, 6 ans, c'est pas assez. On doit reconstruire pour être plus fort. Est-ce que vous êtes d'accord, tout d'abord, Max, de laisser aller Kyle Lowry, qui est à sa dernière année de contrat? Norman Powell a une option qui lui appartient au terme de la prochaine saison. Est-ce que c'est le temps d'effectuer quelques transactions ou on garde l'effectif actuel ou on ajoute à l'effectif actuel en vue des séries éliminatoires? La réponse la plus simple, c'est oui. Cependant, si tu regardes le classement en ce moment, oui, on est à 4 matchs la deuxième place, mais on est à un match et demi d'être avant-avant-dernier, donc 13e sur 15 dans l'Est. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est que tu as plusieurs équipes qui sont dans le même moule, dans le moule des Raptors. Est-ce que 2 victoires, on est dans les séries, 2 défaites, on est hors des séries? Donc, est-ce qu'on est acheteur ou on est vendeur? Maintenant, pour les Raptors, la situation la plus, je te dirais, la plus grave, ben, c'est Kyle Lowry. On sait que c'est un vétéran. C'est sa dernière année de contrat. Puis il y a sûrement une équipe, je pense aux Sixers, parce qu'il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de gens qui parlent que. Puis en plus, Kyle Lowry vient de la région de Philadelphie, qui verrait les Sixers vraiment aller chercher le leadership et le vétéran pour aller pour amener les Sixers loin en série. Donc, est-ce qu'il ferait le saut? Moi, je pense que c'est le temps. Cette saison est un peu à oublier pour les Raptors de Tampa Bay, si je peux les appeler. Ils ne sont pas à Toronto. C'est comme si la saison pour les partisans de Toronto n'existe pas, entre guillemets. C'est dur à expliquer, mais je pense que c'est le meilleur moment de le faire. Puis je pense que si tu gardes le même effectif, tu vas avoir une petite, moyenne, bonne équipe. Est-ce que tu vas t'améliorer? Oui, peut-être, mais pour finir quoi? 6e, 7e dans l'Est? C'est extrêmement difficile à dire. Je ne suis pas dans les souliers de Masai Ujiri, mais je crois que Masai a démontré qu'il y avait du guts dans le passé, surtout avec l'échange pour aller chercher un Kawhi Leonard. Et je crois qu'il va essayer. Je crois qu'il va l'essayer. Lui aussi est en sa dernière année de contrat, donc est-ce que c'est le dernier move qu'il veut faire ou est-ce qu'il veut ne rien faire et peut-être signer avec une autre équipe l'année prochaine? Je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans ses souliers, je ne voudrais pas l'être,
Mais personnellement, oui, je suis d'accord avec le texte de Mathieu, que c'est le temps de bouger un peu les choses parce que je crois, comme je reviens au point de Meeker, je crois que Siakam s'est fait offrir un super max contrat en pensant qu'il allait atteindre son potentiel, mais malheureusement, jusqu'à présent, nous démontre pas qu'il y a cet instinct du tueur-là. Là. Tu sais, le closer qu'on a besoin au quatrième quart, ou ce joueur super vedette que tu sais que un match sur 2, un match sur 3 va te donner 25 points, 30 points. Malheureusement, Siakam ne l'a pas en ce moment, ça. Donc, est-ce qu'on attend puis rien se passe ou on essaie de forcer les choses en échangeant un joueur que tu vas perdre, veux pas, parce que c'est sa dernière année de contrat? Moi, je pense qu'on devrait aller de l'avant. Parce qu'en même temps, là, tu parlais des Sixers, même si tu échanges, écoute, si tu envoies Kyle Lowry dans une transaction pour Tobias Harris, ben, tu vas encore être une bonne petite équipe dans un an. Et là, si tu décides, ben parfait, on va faire ça, puis on va aller chercher des choix de première ronde. Pas de problème. Si tu te trompes avec ces choix de première ronde-là, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as perdu ton joueur presque vedette en Kyle Lowry, mais enfin, un joueur vedette en Kyle Lowry. Ton choix de première ronde va être bon quand? Certainement pas en première année, ni la deuxième, Ça ne ni sera à pas la un bon troisième. choix. Donc, Non. ouais, donc tu sais, Ça tu sera pas un vas bon dans choix. une Moi, je pense. reconstruction, mais tu peux te tromper. Maker, qu'est-ce que tu fais avec cette formation-là des Raptors de Toronto? On parlait d'un reset. Je pense que les Raptors auraient besoin de Marc Bergevin pour un reset sur le fly. Écoute, c'est difficile d'être en désaccord avec Mathieu Jolivet. Là. Déjà que c'est le boss, là. C'est quand même notre producteur Ouais, c'est ça. de la NBA. Mais c'est parce qu'il y a des bons points. Puis par rapport aux Nets de Brooklyn, j'avais dit oui, ils s'en vont vers le top. Puis Mathieu disait ben pas tant que ça. Finalement, je pense que Mathieu va peut-être avoir raison. Mais ça, blague à part, c'est difficile à dire pour les Raptors parce que si on pense froidement puis on pense à l'avenir, on se dit oui, ça serait le changement à faire, échanger, faire une croix sur la saison. Mais je suis plutôt d'accord avec toi, Alex. Si tu le fais, tu n'auras pas une méga vedette. Puis pour l'instant, Pascal Siakam a prouvé que c'est un bon lieutenant, un excellent lieutenant, mais ce n'est pas un capitaine. Ce n'est pas lui qui va être la locomotive de ton équipe. Donc, tu as besoin d'un joueur qui va arriver dans cette équipe-là, qui va pouvoir être la locomotive. Et avec un Pascal Siakam et des joueurs de soutien, on va pouvoir aspirer aux grands honneurs ou aspirer à terminer dans le top 3 de l'Association de l'Est. Mais en ce moment, si tu échanges Laurie Powell, tu n'iras pas chercher ce joueur-là parce que les équipes qui vont avoir besoin de Laurie ou Powell te donneront jamais leur grande vedette. Ils vont te donner peut-être leur 6e meilleur joueur, peut-être leur 5e meilleur joueur. Ils vont te donner des choix au repêchage, mais qui ne seront pas dans le top 10. Puis dans la NBA, il faut que tu sois dans le top 5 pour espérer frapper un coup de circuit. Dans le top 10, tu vas peut-être frapper un double ou un triple, mais tu n'iras pas frapper le coup de circuit. Puis ce choix-là, il va être précaire, comme tu dis, Alex, dans 2, 3, 4 ans. Fait que là, on est vraiment en deux eaux chez les Raptors. Je pense qu'on devrait se concentrer sur la saison parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est vrai que les équipes qui terminent en bas du 4e rang gagnent rarement le championnat, mais on est capable, avec des joueurs comme Lowry et Powell, de faire grandir les jeunes joueurs. Je pense, entre autres, à Watanabe, qui n'est peut-être pas le joueur le plus spectaculaire, mais qui peut devenir un joueur efficace. Je pense bien sûr à Chris Boucher, qui a prouvé qu'il pouvait marquer des points, qui est excellent défensivement. Si tu es capable d'amener un Chris Boucher au niveau d'un joueur partant, peut-être pas étoile, là, mais plus que respectable dans cette ligue-là, il ne prendra jamais 50 livres de muscle, Chris Boucher, mais je pense qu'il peut devenir un excellent joueur. Là, tu commences à avoir quelque chose d'intéressant. Tu bâtis de l'intérieur. Et comme Mathieu le disait dans son texte, les agents libres, on peut oublier ça peut-être pour l'année prochaine parce que comme on n'a pas joué à Toronto cette année, l'année prochaine, ça va être difficile de déraciner des joueurs américains ou d'autres joueurs pour les amener à Toronto. Un peu compliqué, c'est vrai. Mais je pense que si tu t'améliores entre cette année et l'année prochaine tranquillement, dans 2 ans, tu vas pouvoir amener un joueur vedette et amener cette équipe-là à un autre niveau. On a pris un risque en libérant de la masse salariale pour aller signer Giannis Antetokounmpo. Ça n'a pas fonctionné. Les autres agents libres commencent à signer un après l'autre. On le sait, on est dans une période d'instabilité. Des agents libres qui vont prendre des risques, il va y en avoir de moins en moins, d'ici l'année prochaine. Mais je pense que même si on est entre les deux, on est capable de faire quelque chose
avec les Raptors de Toronto, sans aspirer au championnat cette année. De toute façon, entre vous et moi, on le savait qu'on n'aspirerait pas au championnat cette année. Fait que c'est pas grave. Moi, je m'inquiète beaucoup plus de savoir si Masai Ujiri va signer que de savoir si on va signer un agent libre, parce que le plus gros agent libre des Raptors en ce moment, c'est le président. Et Maker, tu dis un joueur autonome. Ben, dans l'histoire de cette équipe-là, les Raptors n'ont jamais vraiment réussi à aller chercher un joueur autonome vraiment de taille. Et j'en ai déjà parlé dans une chronique précédente. Je disais, j'ai l'impression que les Raptors deviennent un peu les Maple Leafs, en ce sens que tous les gros joueurs autonomes, c'est certain, ils vont signer à Toronto, Ouais. et on se retrouve normalement avec rien. Donc, je souhaite évidemment pour les Raptors de Toronto d'être en mesure de mettre la main sur un joueur autonome, peut-être dès la saison prochaine. Et je ne voudrais pas être dans les souliers de Masai Ujiri. Et comme tu le dis, reste à savoir si ces souliers-là seront à Toronto la saison prochaine ou ailleurs. Maker, le temps file. On va accueillir Yoann Benaroche dans moins de 10 minutes pour nous parler de cartes sportives, de cartes de basketball. Mais tout d'abord, Maker, j'aimerais qu'on est dans le vif du sujet. Les souliers. Les souliers, je pense qu'on en a parlé, on a la même maladie. On achète beaucoup de souliers, que ce soit des souliers de basket ou autres. Et pour ceux qui ont vu donc, tes chroniques lors des matchs de basketball de la NBA sur les ondes de RDS et RDS2, essentiellement, tu te présentes chaque fois avec une paire de souliers différentes. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'ils se présentent avec une paire de souliers dans ses pieds, mais dans une boîte et dans un sac, amène là, des souliers tout frais, lavé, tout propre pour faire ces chroniques. Je sais que ça en prend soin, mais parle-moi un peu de cet amour pour les souliers de basket. Et je sais que Max, Max, des souliers pour toi, c'est des souliers tout simplement. Mais pour Maker, je pense que c'est plus que ça. Hein? Ouais, mais c'est parce que Max, il a tellement des grands pieds, là, tu prends ce que tu peux à cette taille-là. Hein? Mais j'ai un cousin je porte des 15, mais moi, c'est facile, mes souliers, puis je veux pas être prétentieux. Quand j'ai joué à l'université, j'achetais pas mes souliers. Fait que pour moi, un soulier, c'était tout le temps donné. On avait une douzaine de paires par année. C'était tout le temps la marque des Nike avec laquelle on était affilié. Fait que j'ai jamais pensé qu'il fallait que je débourse de l'argent pour des souliers, mais c'est sûr qu'on regarde la collection à Meeker, Alex aussi, c'est pas mal, je veux pas dire fou sur ça, mais tu sais, c'est incroyable, là, payer des centaines et même des milliers de dollars pour une paire de souliers que tu veux pas vraiment salir, mais c'est parce que c'est des souliers, tu es obligé de les utiliser. Donc, en tout cas, je vais vous laisser parler, je vais m'asseoir, puis je suis comme l'avocat du diable entre vous deux. Max, tu n'es pas obligé. Moi, j'en ai encore qui sont dans la boîte et que je n'ai jamais porté, alors que Maker, je pense qu'il les porte davantage. Mais c'est ça, Maker, ça vient d'où cet amour pour les souliers? Ben, tu vois, moi, je les porte seulement en studio, là, que ce soit à RDS ou ailleurs dans mes apparitions télé. En fait, moi, c'est un renouveau d'amour pour les souliers parce que, comme beaucoup d'ados, je tripais sur les baskets quand j'étais jeune. Et il y a beaucoup de chaussures que je ne pouvais pas me permettre quand j'étais ado, évidemment. C'est un peu comme Max. Les souliers, c'est des souliers, tu vas prendre les souliers qu'on te donne, puis c'est à peu près tout. Avec quelques petites exceptions de temps en temps. Tu sais, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours pu avoir de belles chaussures, là, que ce soit des Converse ou des Nike, surtout pour jouer au basket. Mes parents n'étaient pas cheap là-dessus. Mais je me rappelle la première paire de souliers que je me suis payé moi-même à un prix faramineux. Puis là, on monte dans les années 90, là, 250 $. J'étais ado. Je me suis payé ça. Je les ai usés, mais usés. J'ai dû les jeter parce qu'il y avait un trou dedans. Et fast forward une vingtaine d'années plus tard, c'était des Diamond Turf, les souliers de Neon Deion Sanders, Prime Time, parce que c'était, écoute, il était rouge, noir et or. À l'époque où je jouais avec les 49ers de San Francisco, c'est mon équipe, les 49ers. Des souliers rouges, ça flashait. D'ailleurs, je me suis fait surnommer Flash pendant ces années-là au secondaire à cause de ces chaussures-là. Et entre-temps, j'ai toujours aimé les baskets, j'en ai toujours acheté, mais je les porte vraiment dans la vie de tous les jours. J'ai des chaussures que j'ai ici qui datent d'il y a 15 ans parce que j'en ai tellement des chaussures de manière générale que je peux faire une rotation. Mais je dirais que c'est vraiment cette année ou l'année dernière, je suis retombé en amour avec les Jordan rétro. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas acheter des Jordan. Mon cousin en avait des Jordan 6, les néons, là, les noirs et néon, noir et orange ou rose, appelez ça comme vous voulez. Puis en les voyant, il y a une couple d'années, j'ai hésité à les acheter. Finalement,
Je suis retourné au magasin un mois après. Il n'y en avait plus, évidemment. Et là, je suis retombé dedans parce que je me suis dit, ah, mon Dieu, j'ai manqué une belle occasion. Et je me suis mis à acheter de temps en temps des chaussures. Puis à un moment donné, je suis juste tombé dedans. Lorsque j'ai appris que je devais aller aux Jeux de Tokyo pour célébrer, j'ai acheté, je pense, à peu près 5 paires de chaussures. J'en ai acheté à ma blonde, je m'en suis acheté. Puis je suis juste retombé dedans parce que, ben là, en plus, en étant au basket à RDS, je me suis remis à jouer au basket aussi il y a une couple d'années. Fait que tout ça, c'est comme enchaîné. Puis j'ai commencé à m'intéresser un peu plus, oui, à mon trip à moi, mais à la culture également des sneakers de manière générale. Puis évidemment, il y a un lien tellement étroit entre la culture des sneakers, mais également le basketball. Tu sais, tout ça a commencé dans les années 80 avec le meilleur joueur de tous les temps, je le dis, je le répète à qui veut l'entendre, avec Jordan. C'est pas pour rien que même des années après sa retraite, ben Jordan, il est non seulement encore milliardaire puis il fait encore de l'argent avec ses chaussures, mais ses chaussures sont encore les plus prisées. Et il y a des joueurs de la NBA qui sont nés après la retraite de Michael Jordan, qui portent ses chaussures aujourd'hui. Tu sais, il est plus grand que nature, puis j'ai commencé à collectionner les Jordan, donc, mais surtout des rétros. Puis voilà, je suis tombé dedans. Puis évidemment, je suis revenu également à des modèles que moi, je portais quand j'étais ado, qui ressortent aujourd'hui. La nostalgie, c'est toujours payant. Hein? L'ado d'hier qui était cassé devient l'adulte aujourd'hui qui a les moyens. Fait que ma fille n'a pas les derniers vêtements, va peut-être pas avoir des vacances extraordinaires, mais moi, j'aurai des chaussures. Non, je blague, là. Mais tu sais, c'est quand je tombe sur des chaussures rares ou que j'ai l'occasion d'acheter une paire de chaussures, je vais gratter un peu, mais je ne suis pas non plus à l'autre bout du spectre parce que si tu penses que toi et moi, Alex, on est des fans de chaussures, là, je vais te dire, on est encore des novices là, comparés à certains, Non, je sais, autant à Montréal qu'ailleurs au Québec, là, qui sont des maniaques. Là. Je pourrais te donner des noms, te montrer des photos, tu verrais, là, on est des novices. Question, pour les gens qui nous écoutent, combien de paires de souliers vous avez à peu près là, de chaussures de basket, juste pour qu'on se donne une idée? Hey, sérieux, Max, moi, j'ai arrêté de compter. Les gens me demandent, je suis comme, je sais pas. Mais pour te dire, on a fait des rénaux il y a une couple d'années, puis je me suis fait faire un rack de chaussures dans mon garde-robe. Fait que tu tires la porte, puis il y a des chaussures, il y a de la place pour mettre plusieurs paires de chaussures. La dernière fois que j'avais compté, je pense que j'avais une 50aine de paires, mais depuis, là, ça a explosé. Là. Écoute, j'en ai commandé 3 hier. Il y en a une paire qui va à un de mes anciens collègues de travail qui n'arrive pas à en trouver que de la misère. Puis j'ai dit, hey, moi, ta taille, quand j'en trouve une, je vais te la commander. Fait que, ouais, puis, tu sais, tu peux trouver des deals aussi dans des magasins bien ordinaires. Des fois, il faut juste que tu fouilles. Puis moi, je check littéralement tous les jours s'il n'y a pas un deal quelque part pour avoir une nouvelle paire de baskets. Moi, Max, honnêtement, là, je n'ai quoi? Peut-être une quinzaine, mais c'est pas nécessairement juste des souliers de basket. J'ai des Air Force One, j'ai des Y3 d'Adidas. C'est pas nécessairement juste de basket. J'ai des Kyrie, j'ai des LeBron et tout et tout. Mais je te dirais que c'est parce que je me limite. Parce que honnêtement, ce serait tellement facile de prendre mon chèque de paye. Hey, une paire de souliers, une paire de souliers, une paire de souliers. Mais j'ai une famille, puis à un moment donné, tu fais comme bon, il faut que je me limite. Parce que si je m'écoutais moi-même, écoutez, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ça, entre autres, il y a des sites, il y a des applications comme StockX où tu peux aller acheter des souliers qui sont plus en vente, des souliers plus rares. Et là, tu trouves des souliers à 500, à 1000 à 2000 J'en ai déjà parlé dans ce balado. Mon magasin préféré à New York, c'est le Flight Club. Écoute, c'est des pieds carrés, des pieds carrés, des pieds carrés de chaussures de basket, de chaussures de toutes sortes. Et au milieu du magasin, c'est une espèce de cage en verre. Et là-dedans, ben là, tu as des souliers à 30 000 40 000 Et je me souviens, lorsque j'étais allé à New York il y a 2 ans, je regarde une paire, justement, de souliers et je vois que c'est 30 000 Là, je me dis, qui va acheter une paire de souliers à 30 000 Je repasse devant la cage de verre 5 minutes après et il y a un papa avec son gars qui dit, moi, je veux voir cette paire de souliers-là. Regarde, parfait, je les prends et sort. Ah Pour ouais, 30 000 incroyable. c'est pas mon budget, mais j'ai toujours aimé les souliers. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui s'habille flash nécessairement et je sais pas pourquoi. Tu sais, je dirais que le beige, le gris et les couleurs là, bon, Neutre. normales là, me sied très bien.
Mais pour ce qui est de mes souliers, plus c'est flash, puis je pense qu'au départ, je me disais, plus mes parents vont trouver ça laid, plus ils vont être beaux. Donc, j'ai beaucoup de souliers flash avec des couleurs vives. Et c'est vraiment toujours ça que j'ai aimé. Mais comme je te dis, moi, je me limite vraiment en ce qui a trait aux chaussures. Mais que Guerrier, c'est c'est tout le facile. temps qu'on a, malheureusement. Je te remercie beaucoup encore une fois pour ta présence. Toujours plaisant de parler avec toi de basketball et de chaussures. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps de faire nécessairement le tour de la question pour les C'est clair. chaussures. Donc, plus tard cette saison, on te réinvite assurément pour en discuter à nouveau et pour savoir peut-être si tu es rendu à 100 paires de chaussures et plus. On veut les Oh, Et voir la peut-être prochaine avoir fois, un commentaire Maker. de ta blonde aussi. On Ouais, veut c'est les ça. voir la On en prochaine parlera. fois. Ouais, mais dites-vous, messieurs, que j'avais beaucoup de projets de voyage cette année qui sont tombés à l'eau, fait que le budget passe là-dessus. Ah. Ça se peut que l'année prochaine, je me calme un peu. Merci Salut, beaucoup, Maker. Mika, encore une fois. On se retrouve Ciao, les bientôt. gars, à bientôt. Max, est-ce que tu te souviens de ton premier paquet de cartes, peut-être, ou de la première carte sportive que tu as eue? Oui, écoute, je collectionnais les, comment ça s'appelait? Les OPC, je pense, dans les années, tu sais, Nice. les fins d'années 80, j'avais 4-5 ans. C'était des cartes de hockey, évidemment. Là, j'étais un Ouais. ancien joueur de hockey. Je jouais pas au basket là, dans ma Gardien? jeunesse. Fait que gardien en plus. Fait que t'avais les Tops, les OPC, puis je pense que c'était les Pro 7. Puis Ah ouais. je gardais mes cartables, puis j'essayais de collectionner, puis tu allais au dépanneur chercher ton paquet de cartes, tu l'ouvrais, puis là, tu avais 8 Lyle of the Line, puis tu n'étais pas capable de pogner la Pavel Bure Rookie Year. Mais Ouais. oui, j'ai passé ce stage-là de collectionner les cartes. Je pense que tu allé au restaurant aussi, là, si McDo, Tim Hortons, des choses comme ça, tu sais, pour en collectionner, mais j'ai jamais été aussi loin de revendre mes cartes. Tu sais, je me souviens qu'on avait OK. les livres qui s'appelaient, je pense, les Beckett, qui disaient, là, Ouais. voici les listes de prix de cartes. Il y avait un magasin Là, à ça Verdun les qui en scènes, c'est avait là, un, Rocket 4 Chen. champions. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais j'étais pas aussi fou à les mettre là, dans un cadre là, pour pas les toucher, pour pas qu'il y ait de la poussière, pour pas que les coins. Moi, c'était juste, j'essaie de les Mhm. collectionner puis d'essayer de toutes les avoir, mais à un moment donné, on a fait le ménage, puis j'ai donné mes Évidemment. cartes de hockey, fait que j'ai jamais collectionné autre chose que ça, mais je sais que maintenant, on va parler à Johan, qui est un Ouais. vrai connaisseur, puis qui a vraiment, c'est vraiment fou, là, l'argent. Là. Tu parles d'argent sur des souliers là, à 30 000 là, mais je suis sûr qu'il y a des cartes de joueurs de basket ou de n'importe quel athlète là, qui doit se vendre plus cher que ça. Là. C'est incroyable l'argent qu'on peut faire avec des cartes de joueurs sportifs. Ouais. Ah, écoute, Max, je me souviens, la première fois que j'ai eu des cartes, mon père, je pense, avait acheté une boîte de Pro 7, je pense 90-91. C'est l'année, entre autres, je pense, où il y avait des arbitres qui avaient leur propre carte. Et je me souviens d'avoir déballé tous ces paquets de cartes-là, tous ces paquets-là. Et vraiment, je tripais. Quand je repense à ça, c'est vraiment des super beaux souvenirs. Et pour parler justement des cartes sportives, entre autres des cartes de basketball, on accueille, comme tu l'as dit, quelqu'un qui s'y connaît vraiment en cartes sportives de toutes sortes, en cartes de basketball, et le copropriétaire du magasin Ultime Sport Collection, situé à Laval, Johan Benaroche. Johan, merci beaucoup pour ta présence au balado du Centre-Ville ce matin. On est très heureux d'avoir la chance de t'accueillir. Ah, merci beaucoup, les gars. Ça me fait plaisir Salut, d'être là. Johan. Salut. Écoute, Johan, j'ai posé la question à Max il y a quelques minutes à peine, mais est-ce que tu te souviens, toi, de la première fois où tu as peut-être ouvert un paquet de cartes? Quelle est peut-être la première carte que tu as eue? Ben, écoute, j'ai 49 ans, alors moi j'ai connu évidemment les cartes à la fin des années 70. Je me rappelle encore d'être allé au dépanneur et d'avoir acheté mon premier paquet le plus loin que je peux aller, c'est 1977-78 au Peachy. Et je Ouais. me rappelle avoir fait des échanges avec des gens, mais j'ai jamais lâché le hobby à ce moment-là. Et j'ai toujours collectionné, même durant le boom des années 90, lorsque les cartes de hockey ont explosé et les cartes de basketball sont devenues hyper populaires dans les années 90-91 avec les Hoops, les Skybox. J'avais embarqué là-dedans et regarde, aujourd'hui, j'ai un magasin, c'est complètement fou. Euh, Incroyable. le basketball, justement, en termes de cartes sportives, si on le compare peut-être
aux autres sports majeurs, ça se situe où? Évidemment, j'imagine que le hockey est roi et maître numéro 1, mais pour le reste, les cartes de basketball par rapport aux autres sports majeurs, on en est où? Ben, regarde, je vais te donner une petite histoire à propos de la popularité des cartes de basketball versus qu'est-ce Mhm. qu'elles étaient sur les autres sports. Dans les années 80, jusqu'à, je pense, 81-82, Topps était le seul producteur de cartes de basketball et ça marchait pas. Comparativement au baseball, comparativement au football, ils en vendaient pas des cartes de basketball et ils ont lâché après la saison 81-82. Ils ont arrêté de faire des cartes de basketball et ça fonctionnait plus. Alors, ils ont arrêté. Ils ont continué à produire leurs cartes de hockey, leurs cartes de baseball et leurs cartes de football. En 1986-87, Fleer revient sur le marché et achète une licence pour produire la première série qui était de basketball où on retrouve tous les légendaires dont Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Karl Malone, tous ces grands Patrick Ewing, Joe Dumars. Écoute, il y a à peu près au moins une cinquantaine de cartes de recrues là-dedans. Et c'est à partir de ce moment-là que les cartes de basket ont commencé à être populaires. Où ils se situent aujourd'hui? Eh ben, je te dirais qu'il faut regarder un peu le marché au monde. C'est-à-dire, il ne faut pas juste regarder le marché au Québec, mais il faut regarder dans le marché Mhm. global du monde. Et quel est le sport qui est le plus joué? Ben, c'est sûr qu'il y a le soccer, mais qu'est-ce qui vient au deuxième rang? C'est de loin le basketball. Parce que si on prend le football, c'est un sport américain. Le baseball, c'est un sport américain. Et le hockey, c'est un sport nord-américain avec l'Europe une partie. Mais il n'y a rien comme mondialement comme le basketball. Alors moi, je te dirais facilement au niveau des collectionneurs, il est probablement numéro 1 ou numéro 2 dans le monde présentement. Ouais, quand même. Euh, et justement, tu parles de cette collection 86-87 de Fleer. Il y a 2 cartes recrues de Jordan là, qui se sont vendues il y a quelques jours à peine, Ouais. 738 000 chacune. Wow. Et on s'entend, c'est pas une carte nécessairement 1 de 1. Il y a beaucoup de cartes Michael Jordan 86-87 qui existent. Qu'est-ce qui explique qu'une carte comme celle-là puisse valoir 787 000 en fait, 738 000 Ouais, non, effectivement. La dernière qui avait été vendue il n'y a pas si longtemps, qui est une PSA 10, ça veut dire qu'elle est gradée en parfait état, c'est-à-dire Jam Mint, gradée par PSA, qui est la Mhm. compagnie qui a le plus de réputation pour grader les cartes. Ben, eux, ils l'ont gradé 10. Et qu'est-ce qui a fait que ça a explosé comme ça? Ben, c'est toute une question d'offre et de demande présentement. Les cartes de Michael Jordan ou toutes les cartes qui sont gradées PSA 10 ont explosé. On a vu il n'y a pas si longtemps la carte de Wayne Gretzky recrue qui a explosé, qui s'est vendue à plus d'1 million de dollars. Ben, qu'est-ce qui vient aussi proche de ça? Pas au niveau de la rareté, mais au niveau de la popularité, au niveau de l'offre et la demande. Ben, il n'y a rien de plus gros que Michael Jordan, évidemment. Mais si on prend des cartes qui sont comparables, je vais dire dans le basketball, et même des cartes qui sont venues bien plus tard, en 2003 ou 2004, comme des LeBron James, ben, il y a des cartes que Mhm. s'ils étaient sur le marché, sans nécessairement aider une de une, attiendraient des prix qui seraient à ce niveau-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Question pour toi, Johan. Moi qui n'ai pas le grand connaisseur, en ce moment, la carte qui a le plus de valeur selon les livres de basket, est-ce que c'est Jordan Rookie Year? Est-ce que c'est une autre carte qu'on ne connaît pas? Puis, Ben, quelle est cette valeur-là? écoute, j'aurais tendance à croire automatiquement qu'une Michael Jordan PSA 10 serait la carte la plus dispendieuse, mais je suis persuadé que si on retrouvait une exquisite de LeBron James, une 2003-2004, avec une patch, c'est-à-dire un bout de chandail de son Mhm. logo des Cavs, autographié, numéroté sur 99, gradé 10, je suis persuadé qu'elle toucherait le 1 million de dollars. Alors ça, il n'y a aucun doute là-dedans. Alors laquelle est la plus dispendieuse? C'est laquelle qui va se vendre aux enchères? C'est des cartes qui sont extrêmement spéciales et comme je te le dis, tout ce qui a à voir avec le basketball, on a vu les prix de Luka Doncic, on a vu les prix présentement avec Zion aussi. C'est des records. On n'a jamais vu ça depuis la pandémie. Johan, justement, tu parles de Zion Williamson. Est-ce que ça a venu dans la NBA peut-être donner un second souffle au marché des cartes de basket? Parce qu'écoute, il y a des cartes, il y a des boîtes qui se vendaient dans des grandes surfaces pour 30 Et là, tu te retrouves sur eBay et cette boîte à 30 $-là est rendue à 600 $. Tout ça parce que tu as peut-être la chance
d'aller chercher une carte de Zion Williamson. Donc, est-ce que présentement, Zion Williamson est l'athlète le plus recherché et est-ce que sa venue dans la NBA a vraiment fait en sorte que ça donnait un second souffle, entre guillemets, aux cartes de basketball? Ah, très, très bonne question. Oui, Zion a aidé, mais ce n'est pas le facteur qui a fait en sorte que les cartes de basket ont augmenté. Zion, si on se rappelle très bien la saison dernière, était limité à très peu de minutes durant un match, qui a fait en sorte que, oui, ces cartes étaient très populaires, oui, ils explosaient, mais ce n'était pas le facteur numéro un pourquoi les cartes de basketball ont augmenté. La première et unique raison, c'est la pandémie. Les gens, comme on vient de parler de chaussures de basketball, ben, les gens n'avaient plus la possibilité d'aller dans les grandes surfaces et d'aller en acheter. Les paris sportifs n'existaient plus. Ben, tous ces gens, ces jeunes, ont embarqué dans les cartes sportives. Et effectivement, les boîtes qu'on retrouvait, genre Hobby, en magasin à peu près à 120, 130, les hoops, qui est un produit qui est assez basic, se vendent aujourd'hui à 800 et 900 dollars. Alors, il y a plein de facteurs. C'est une question d'offre, c'est une question de demande, c'est une question de pandémie. Surtout, je te dirais, la pandémie, parce que c'est ça ce qui a créé que les gens se sont ennuyés, ils étaient chez eux, ont sorti leur vieille collection, et même les cartes des années 90 qui valaient pratiquement rien sont devenues hyper populaires. Des boîtes comme 90, 91 Fleer qui se vendaient à 5-10 dollars, on les retrouvait sur le marché à des prix qui étaient démesurés à 150 et 200 dollars. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une demande par rapport à ça. Les gens voulaient redécouvrir les cartes de basket, entre autres comme les cartes sportives. Mais oui, Zion a aidé, Luka a aidé, mais la vraie et unique raison, c'est dû à la pandémie. Et je pense que tu as une bonne anecdote également liée à la collection de cartes de basket de ton fils. Ah, ah c'est fou. Parce que mon garçon, c'est un gros, gros fan de basket et Emmanuel joue au basketball. Il joue au basket aussi? Malheureusement, ouais, il joue au basket. Il joue au basket. Il a joué. Ben, il vient de graduer du collège Sainte-Anne. Il a voulu, à sa première saison, rentrer dans l'équipe de Brébeuf parce que c'est là où il joue présentement. Il est présentement, ben, comme il n'y a pas de basketball, il y a rien, tout est en stand-by. Alors, bon, on lui a dit que peut-être l'année prochaine, il y aurait une possibilité que tout va recommencer, mais tout est en stand-by. Mais depuis tout jeune, c'est un gros fan de basket. Et il voyait son père acheter des cartes. Lui, il disait, papa, moi, le hockey, le baseball, le basket, le football, ça m'intéresse pas. Je veux des cartes de basket. Et ce que je faisais, c'est que dans les 5-6 dernières années, je lui achetais des petites boîtes et je lui donnais. Et il les ouvrait, il les mettait dans son classeur, sans réaliser qu'un jour, ça allait devenir une petite fortune. Tu sais, des Giannis Antetokounmpo recrues, des choses qui étaient qui valaient absolument rien. Son petit classeur qui valait peut-être un 200-300 dollars s'est retrouvé à valoir 4-5 000 dollars du jour au lendemain. Et lorsqu'il a décidé, ben, tu sais quoi, papa, pourquoi tu me les achètes pas? Je lui ai dit, avec plaisir, je te les achèterai pour le magasin. Et là, il s'est retrouvé à acheter sa première voiture et sa première caméra et toutes ces choses. C'est complètement fou, là. Incroyable. Ah. Dernière question, peut-être, Johan, avant qu'on termine. On sait là, récemment l'émergence des joueurs québécois dans la NBA. Est-ce qu'à ton magasin à Laval, il y a beaucoup de personnes qui viennent de demander pour chercher des cartes sur Lugansdor, Chris Boucher, Cam Birch, les joueurs qui sont plus d'origine d'ici canadienne, mais du Québec? Ce que je trouve, c'est qu'on a plus de demandes, et je ne sais pas pourquoi, au niveau de joueurs de baseball, tu vois, que versus des joueurs de basketball qui sont locaux. Alors, tu vois, lorsqu'on avait Abraham Taureau qui est venu même ici au magasin, les gens voulaient continuellement acheter des cartes de Abraham Taureau. Mais c'est très rare qu'on voit au magasin quelqu'un rentrer me demander une Chris Boucher ou une Lugansdorf. Mais par contre, on a un très, très gros eBay store. Et ce qu'on remarque énormément, c'est que lorsqu'on met ces cartes en vente, localement ici au Québec, à travers même toute la province, c'est des commandes qu'on reçoit pour ces joueurs-là et on les expédie. Alors, localement ici à Laval, je trouve pas qu'il y ait une demande pour ça, mais au niveau de la province qui achète ce genre de joueurs, effectivement, il y en a beaucoup. Johan, avant de te laisser aller, j'ai une dernière question pour toi. Tu sais, lorsque je parlais qu'au début, en fait, fin des années 80, début des années 90, mon père m'a acheté une boîte de Pro 7. Cette boîte de Pro 7-là valait peut-être 20 $. J'ai l'impression que c'était un hobby qui était peut-être plus accessible dans les années 90. Et
est-ce que tu as vu une différence dans le marché alors que, ben, en fait, c'est peut-être parce que j'étais jeune, là, mais je me disais, moi, ce que je voulais, c'est avoir une carte de mes joueurs préférés. Alors que là, peut-être parce que maintenant je suis dans le monde des adultes, j'ai l'impression que les cartes de base, le monde regarde carte de base, ça vaut rien, ça vaut rien. Ah, celle-là peut valoir quelque chose. Est-ce que c'est devenu un hobby de gens riches, entre guillemets, de gens plus fortunés, plutôt qu'un hobby qui était destiné à la base peut-être pour les enfants? Ah, très, très bonne question. Effectivement, quand ça a commencé au début des années 90, c'était le boom des cartes sportives et ce qu'on a vu, c'est que tout a explosé, tout est devenu complètement... Et bien sûr, les manufacturiers en ont profité. Ils en ont produit des milliards et des milliards d'exemplaires qui font en sorte que ces cartes comme les Pro Sets, même encore en date d'aujourd'hui, qui sont 30 ans plus tard, ne valent absolument rien. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas un marché de cartes de série, c'est pas un marché de cartes de base. Les gens les prennent et ils nous les laissent même carrément ici en magasin parce qu'ils n'ont aucune intention de faire des séries comme on retrouvait dans les années 90. C'est plus un marché, je te dirais, de collectionneurs, de cartes de recrues, de cartes spéciales, d'avoir la carte la plus belle, la plus spectaculaire, de la montrer, de l'afficher, de dire regarde qu'est-ce que moi j'ai eu, qu'est-ce que j'ai pogné, que vraiment un marché de riches parce que non, c'est pas vrai. Il y a toutes sortes de collectionneurs sur le marché. Il y en a qui viennent et qui dépensent un 10, 15 $ sur un paquet et qui sont capables d'être assez fortunés de pogner la carte qui vaut super cher. Et bien sûr, tu as des gens qui viennent ici et qui ont un portefeuille assez profond et qui sont capables de dépenser des 4-5 000 $ l'achat. Johan Benaroche, encore une fois, un grand merci pour ta participation au balado du Centre-Ville. Écoute, et même moi, je me suis laissé tenter dans la pandémie. J'ai retrouvé un peu les cartes de basket. Max, tu parlais de Lugansdor. Ben, il y a 2 cartes de Lugansdor que je vais recevoir par la poste là, dans les Et prochains voilà. jours, prochaines Et semaines. Donc, voilà. voilà, je me suis laissé moi-même tenter. Encore une fois, Johan Benaroche, merci Ça beaucoup me fait pour ta plaisir. participation au balado du Centre-Ville. Merci, Johan. Merci. Bonne journée, les gars. Salut. Bonne journée. Ça Max, fait il beaucoup reste d'argent, quelques minutes. les souliers, les cartes. Il y a beaucoup Ah, mais en fait, d'argent. C'est Max, ça pas fait juste les longtemps que. salaires des joueurs, Alex. Non, non, mais, ouais, mais écoute, ça fait longtemps que je ne me suis pas acheté une paire de souliers. Je pense que dans la dernière année, je ne m'en suis pas acheté. Parce que de toute façon, acheter des souliers, mais pour aller où, simplement? Hein? Exact. On n'a pas Exactement. nulle part où aller présentement. Donc, peut-être dans la prochaine année. Max, le temps file en terminant, peut-être d'y aller pour tes héros et tes zéros de la dernière semaine dans le segment qu'on intitule Les héros et zéros de Boudreau. Musique. Les héros de la semaine, écoute, j'ai été content. Comme je te dis, c'est sûr que j'adore le basket, mais je priorise puis je favorise les big men. C'est mon ancienne position. Puis c'est sûr que lorsqu'un big man fait bien, j'adore regarder ça. J'adore les matchs de VanVleet à 54 points, mais j'adore les performances des joueurs comme Joel Embiid. Donc, mon héros de la semaine dernière, Joel Embiid. Puis ça coïncide que je pense qu'il y a eu le titre de joueur de la semaine dans l'Est. Puis, je te donnerai une mention honorable aussi à Nikola Jokic, que je découvre de match en match. C'est incroyable de voir ce joueur-là. C'est pas le plus vite, c'est pas le plus fort physiquement, Non? mais je pense que c'est le joueur le plus intelligent sur un terrain de basket. Euh, les statistiques, là, 29, 14, 6, je pense, points rebond, aide. Donc, mention honorable à lui, mais Joel Embiid, avec ses 37 points par match la semaine dernière, les Sixers, je pense, sont premiers dans l'Est, pardon. Je ne veux pas dire qu'ils ont le vent dans les voiles, mais une bonne année pour eux jusqu'à présent. Puis, il faut être content là, que Morey, le GM, n'a pas décidé de liquider Ben Simmons pour aller chercher James Harden. En ce moment, je pense que les Sixers ont peut-être une petite coche au-dessous des Nets qui sont encore en train de se chercher. On les a vus. Écoute, ils marquent beaucoup de points, mais il y en a encore d'autant. Il y en a Et encore. il y en a encore en petit pépère, comme on peut dire. Mais mon héros de la semaine va à Joel Embiid. Très content de le voir sur le terrain, quoiqu'il a manqué le dernier match pour son dos. Mais on dirait que cette année, il veut encore prouver à tout le monde qu'il est capable de jouer au basket. Mais là, il n'est pas sur les médias sociaux. Tu ne l'entends pas pour ses raisons autres que ses performances. C'est Donc, ça. mon héros de la semaine, Joel Embiid.
Et ton 0 de la semaine? 0 de la semaine va à une équipe au complet, une organisation. encore? Je sais qu'on a parlé des Pistons. Écoute, on va parler dans l'Ouest, les Timberwolves de Minnesota. Bon dernier dans Non, pas bien. l'Ouest. Ça va pas super bien au Minnesota, puis on sait que dans ces périodes-ci, en plus, il fait super froid. Donc, c'est pas la meilleure équipe pour eux. Ils sont pas sur une bonne lancée. Karl Anthony Towns a joué seulement 4 matchs. Je regarde les dernières statistiques. L'équipe est 30e sur 30 en possession, efficacité offensive, donc nombre de points marqués par 100 possessions. Je pense que c'est une des meilleures statistiques versus nombre de points par match parce que tu peux marquer 120 points dans une ligue, dans un match, puis perdre par 2. Donc, qu'est-ce qui est important puis qui compare tout le monde de façon égale, c'est les points par 100 possessions. Puis les Timberwolves sont bons derniers dans ce chapitre-là. Et si tu regardes l'inverse, l'efficacité défensive, ben, ils sont 27e sur 30. Donc, c'est la 27e pire équipe de la Ligue côté défensif. Donc, ça va pas bien. Je sais qu'on est extrêmement jeune du côté des Timberwolves. On veut bâtir pour le futur. Mais en ce moment, on s'en va directement, le choix de loterie, Cunningham d'Oklahoma State. Est-ce que ça va les aider? Le fait bizarre, quand tu regardes les statistiques pour les Timberwolves, ils sont premiers dans la ligue pour les tirs de 3 points tentés. Donc, c'est eux qui tentent le plus de tirs de 3 points, mais malheureusement, sont 20e sur l'efficacité. Donc, tu sais, quand on dit la nouvelle ligue, c'est vivre et mourir avec le 3 points, ben, à Minnesota sont en train de mourir avec le 3 points. Max Boudreau, merci beaucoup encore pour cette dernière heure en ma compagnie pour le balado du Centre-Ville. On vous rappelle, bon, ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, donc le 3 février, il y a du basket sur nos ondes ce soir, donc à RDS à compter de 19h30. Luka Doncic, Trae Young, tout le monde se souvient de la transaction lors du repêchage. Donc, je serai en compagnie de William Archambault. Et par la suite, vendredi, Nets contre Raptors de Toronto, à nouveau à 19h30. Match qui devait être présenté sur RDS2, mais qui sera finalement présenté sur RDS. Je serai alors en compagnie de Peter Yiannopoulos. Pour notre part, on se dit au revoir. Le prochain rendez-vous dans 2 semaines. Donc, si mon calcul est bon, le mercredi 17 février prochain. Sinon, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne semaine et on se retrouve dans 2 semaines pour une autre édition du Balado du Centre-Ville.